bonjour à toutes et tous et merci de vous être connectés pour cette matinale consacrée à la protection sociale complémentaire et en particulier sur le contrat groupe prévoyance, puisque la protection sociale complémentaire, vous savez que c'est à la fois la prévoyance et à la fois la mutuelle, mais là on va se centrer aujourd'hui sur la prévoyance. Vous savez que les échéances sont, dans le cadre d'un contrat de participation, le 1er janvier 2025, pour ce qui concerne la prévoyance. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'état de la situation et comment nous allons effectivement travailler, puisque nous avons, pour ce qui nous concerne, un objectif en termes de temps qui est s'acheminer vers une contractualisation au 1er juillet 2024 avec un effet jusqu'au 1er janvier 2025. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous présenter le cheminement en faisant bien la distinction, parce qu'on s'est aperçu d'une chose, mais je pense que vous n'êtes pas toujours forcément concernés, qu'il y avait parfois des confusions entre l'assurance statutaire et la prévoyance. Donc il y aura un focus distinguant bien les deux et ensuite une explication sur le processus que nous avons mis en place et que nous allons suivre, sachant que tous les débats ne sont pas clos aujourd'hui sur la prévoyance, puisque il y a eu des choses d'annoncées en termes de pourcentage de participation. Ils ne sont pas complètement achevés parce qu'il y a encore des discussions dans un sens, puis après dans l'autre. Après, il y a un peu de stagnation, après ça reprend. Donc, il y aura des choses qui sont sans doute amenées à bouger dans le temps. Mais il faut quand même se lancer, parce que c'est un gros dossier important pour tout le monde. Sachant que, bien évidemment, les collectivités conserveront la marge de manœuvre qui est la leur. Bien évidemment, il ne s'agit pas de se substituer, mais de vous proposer des choses. Voilà, donc je laisse Madame Anoto, qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui est bien plus compétente que moi, poursuivre sur ce dossier. Merci, Monsieur Serre. Alors, tout d'abord, je ne suis pas seule à travailler dessus. Donc, il y a Monsieur Brenas, le responsable du pôle santé, qualité de vie au travail et sécurité, ça. Voilà. Et donc, Madame Alou, qui est gestionnaire aussi, dans le même pôle que moi. Et nous sommes accompagnés de notre assistant maîtrise d'ouvrage, donc Madame Tellier, qui représente la société Risque Partenaire, qui pourra répondre à ces questions. Voilà. Bonjour, Madame. Alors déjà, s'il faut donner une définition de la protection sociale complémentaire, ce qu'on appelle communément la PSP, on va dire qu'elle correspond à une couverture sociale facultative apportée aux agents publics. Elle est constituée par des prestations financières qui viennent en complément de celles du régime obligatoire de protection sociale fourni à chaque assuré. Donc la protection sociale est destinée à couvrir donc, soit les risques d'atteinte à l'intégrité physique et les risques liés à la maternité, donc ce qu'on appelle communément la partie santé, soit les risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès. Donc là, c'est plutôt désigné sur la prévoyance. C'est ce qu'on va voir en particulier aujourd'hui. Le sujet, puisque c'est le sujet le plus urgent, donc les collectivités vont devoir intervenir de façon obligatoire au titre de cette PSC dans la participation financière pour couvrir une partie de la cotisation de leurs agents. Donc, nous allons d'abord voir la différence parce que, comme M. Serre l'avait souligné, il y a souvent une petite confusion avec l'assurance statutaire. Voilà, quelle différence entre assurance statutaire et protection sociale complémentaire? Alors, la protection sociale complémentaire, c'est un mécanisme d'assurance facultatif, donc ce n'est pas obligatoire, l'agent n'est pas obligé d'avoir une mutuelle ni une prévoyance. Elle permet juste de faire face aux conséquences financières des deux risques. Et l'assurance statutaire, risque statutaire couvre les risques financiers liés à l'indisponibilité physique des agents supportés par la collectivité. Alors, on a vu, pour ceux qui ont pu suivre le renouvellement du contrat groupe d'assurance statutaire qui avait été proposé par le centre de gestion,
Donc, il avait été présenté les risques que pouvait couvrir. Donc, c'est des risques qui ne faisaient pas partie d'un package complet, c'était vraiment sur des démarches optionnelles. Donc, nous avions le décès. Ah, excusez-moi. Donc, nous avions le décès, l'accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet, la longue maladie, longue durée et grave maladie, la maternité, paternité, congé d'adoption et accueil de l'enfant, et la maladie ordinaire. Là, la PSC, donc c'est l'assurance des agents. Donc, on peut s'interroger sur un point. Déjà, qui sont les agents qui vont pouvoir bénéficier de la participation de leur employeur? On a les fonctionnaires stagiaires et titulaires, les agents contractuels de droit public, les agents de droit privé, comme les apprentis par exemple. Sur la partie prévoyance, donc la garantie de maintien de salaire. Donc c'est en relais, donc je vais laisser à M. Brenas expliquer les différentes composantes, en fait, à quel moment ça intervient pour le maintien de salaire. Et puis la partie santé, donc les frais de soins de santé qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Aujourd'hui, selon le baromètre donc IFOP, qui a été publié par la MNT, 59% des agents déclarent être couverts en prévoyance. Reste à connaître l'étendue de cette couverture. Et parmi les employeurs territoriaux interrogés, plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à cette prévoyance. Concernant donc il y en a 63% sur cette participation qui ont choisi le principe de la labellisation et 37% qui ont fait le choix d'une procédure de convention de participation. Concernant la santé, donc il y a 89% des agents qui déclarent être couverts par une complémentaire santé. Je n'ai pas mis les chiffres au niveau de la santé, puisque tout de suite, c'est pas ce qui nous préoccupe dans le cadre de la présentation du contrat groupe pour la prévoyance. Alors, la mise en place de la protection sociale complémentaire. Alors, participer financièrement à la protection sociale complémentaire présente plusieurs finalités pour les employeurs territoriaux. La première, c'est que c'est une source d'attractivité. Ça favorise l'accompagnement des agents dans leur vie privée et le développement d'un sentiment d'appartenance fort à la collectivité. Cette valorisation participe au renforcement de l'engagement et de la motivation des agents. Et dans un contexte de concurrence permanente des territoires, sur le domaine des ressources humaines, avec les difficultés qu'on connaît aujourd'hui dans le recrutement, la participation financière de l'employeur public représente un avantage social, donc une attractivité professionnelle qui n'est pas négligeable dans le cadre des mobilités. Ensuite, on peut dire que la PSC représente également un outil d'engagement politique en ressources humaines. Ça devient un enjeu RH pour les élus. Une politique sociale active permet aux employeurs publics d'agir sur l'absentéisme et l'éventuelle désorganisation ou besoin de réorganisation de services, puisque ça entraîne souvent des conséquences financières imprévues. Et enfin, la PSC peut représenter également un outil de dialogue social. La mise en place de dispositifs de protection est un enjeu de dialogue avec la participation financière des employeurs publics. On a un nouvel espace de discussion qui s'ouvre avec les organisations syndicales notamment pour enrichir ce dialogue qui deviendra en constante évolution. Alors, cette obligation donc, est d'abord issue de la loi de modernisation de la fonction publique d'août 2019. Et donc, de cette loi émanent donc les ordonnances du 17 février 2021. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que donc déjà, on précise d'une part les négociations et les accords qui peuvent être faits sur la protection sociale dans la fonction publique, et d'autre part les éléments de mise en place, notamment le calendrier de mise en œuvre. Vous pouvez constater que la fonction publique territoriale intervient dernier, puisque pour la prévoyance, on doit intervenir de façon obligatoire au 1er janvier 2025 et pour la santé au 1er janvier 2026. Contrairement à l'État,
il est laissé la possibilité de soit donc on fait une convention de participation ou de conserver la labellisation. Je dis bien ou, les deux ne sont pas cumulables. L'article L827.7 donc, du Code général de la fonction publique donne compétence aux centres de gestion pour conclure des conventions de participation pour le compte des collectivités et établissements publics de leur ressort. Donc, c'est une possibilité qui vous est offerte. Alors, au niveau de cette organisation, donc, dans les ordonnances, il était précisé qu'un débat devait avoir lieu dans les assemblées pour organiser les garanties. Donc, ce débat devait avoir lieu 6 mois suivant le renouvellement général des assemblées, et ce jusqu'au 18 février 2022, au plus tard, donc avant le 19. Donc, dans ce débat devait être évoquée la situation existante dans la collectivité, donc les risques qui étaient couverts ou pas, les modalités de participation que vous aviez déjà en place, et les taux. Les obligations nouvelles qui sont issues des ordonnances, plus les évolutions éventuelles de la situation dans la collectivité suite à la parution de l'ordonnance. Je fais juste un petit point sur le chat pour savoir s'il y a des questions. Non, pas de questions. Très bien. Donc l'ordonnance, la seconde ordonnance relative donc à la négociation précisait que la PSC constituait donc un des 14 domaines dans lesquels l'employeur public et les organisations syndicales pouvaient conclure un accord collectif qui produit des effets juridiques. Cet accord peut notamment comprendre la souscription obligatoire à la convention de participation, à toute ou partie des garanties du contrat collectif. C'est une possibilité qui est offerte, c'est soit on reste dans le facultatif, soit l'obligatoire. Ensuite, donc, issu de ces ordonnances, le décret donc, du 20 avril 2022 précise donc les garanties minimales que comprennent les personnes qui portent sur le risque prévoyance. Donc, le décret distingue les fonctionnaires donc, affiliés à la CNRACL. Donc, je rappelle que c'est les fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de service est égale ou supérieure à 28 heures. Et les agents affiliés donc, au régime général. C'est pour les autres fonctionnaires, donc en deçà de ce seuil, et les agents contractuels de droit public et de droit privé. Donc, il précise le risque incapacité de travail, avec une rémunération minimum nette à 90% du traitement indiciaire, de la NBI et 40% de prise en charge du régime indemnitaire s'il existe. Donc, en déduction faite des montants qui correspondent aux garanties statutaires versées par l'employeur. Le risque invalidité, avec également le minimum de 90% du traitement net. Et enfin, on peut choisir des prestations optionnelles, donc la minoration de retraite et le décès. Je reviens juste un tout petit instant sur l'élément précédent, avec les montants minimums de référence, ce que M. Serre expliquait en préambule. Alors, actuellement, nous sommes à 20% d'un montant de panier de 35 €, donc soit 7 euros, pardon. Seulement, il est prévu donc à la fin de l'année, enfin plutôt sur l'automne, qu'il y ait peut-être une clause de revoyure sur ce pourcentage ou sur le montant du panier. Ceci serait corrélé avec notamment la baisse du pouvoir d'achat, l'inflation, donc il y a pas mal de paramètres qui vont rentrer en compte. Ça sera le cas également pour la santé. Alors, c'est ce que je vous expliquais, donc les garanties minimales. Alors, en plus de ces garanties minimales et ce montant de panier ou le pourcentage affecté au montant du panier de référence, il y a d'autres choses qui sont en attente depuis un certain temps. Donc, il y a également, on a un décret en Conseil d'État qui est attendu pour fixer les conditions de participation de l'employeur public sur le financement,
les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment les modalités de prise en compte des anciens agents qui ne sont pas retraités. Également, dans le cadre où vous envisagez une adhésion obligatoire, donc doit être rendue par la conclusion d'un accord collectif avec les organisations syndicales. Dans quel cas, comment ça se passe quand il y a une absence d'accord, pour en fixer les modalités. Les cas aussi également d'agents qui peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle. On a tout un tas de petits détails, on va dire, qui restent encore en attente, ce qui ne va pas nous empêcher de démarrer notre procédure de mise en concurrence. Nous avons volontairement décalé la procédure pour une mise en œuvre au 1er juillet 2024, puisqu'il reste aussi également en attente la base juridique sur laquelle nous allons nous appuyer pour mettre en place cette mise en concurrence. Il se trouve qu'actuellement, c'est sur un décret de 2011, puisque on ne se base pas sur le code de la commande publique. Alors, pour une bonne et simple raison, car l'objet, en fait, de la mise en concurrence, ce n'est pas pour la collectivité, mais pour ses agents. Donc, ce n'est pas considéré comme un marché public. J'ai une demande d'Elie. Ah, alors, Tu peux revenir sur la diapo précédente. pour les pourcentages relatifs aux différents risques. Oui, bien sûr, je peux revenir. C'est sur le risque incapacité de travail, invalidité? Oui, c'est ça. D'accord. Non, oui, c'est bon. Voilà. Est-ce que c'est bon pour Emeline? C'est pour avoir les minimums, en fait, que doivent comprendre les conventions de participation. Oui, merci. Bon, très bien. Alors, C'est dur. oui, mais de toute façon. Oui, bien sûr, de toute façon, il y aura un replay hein, sur cette intervention. Alors, donc, pour l'incapacité, justement, pour l'incapacité temporaire de travail. Alors, il s'agit pour l'organisme de verser les indemnités journalières complémentaires à compter du passage à demi-traitement, et ce jusqu'à l'épuisement des droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée. Là, je vais laisser M. Grenas intervenir. La diapo suivante. Là, oui, je reviendrai sur cette diapo. Hein. Oui, donc du coup, juste pour un petit peu repositionner le pourquoi du pôle santé, sécurité et qualité de vie au travail fonctionne avec Malvina sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très intéressant pour nous. J'évoquerai les diapos et les droits qui sont ouverts du côté des agents. C'est intéressant pour nous parce qu'à l'heure actuelle, nous, on gère la santé au travail et il est quand même très difficile de décloisonner les questions de santé publique et les questions de santé au travail. Qu'à l'heure actuelle, les textes et recommandations qui sortent évoquent la question de santé mentale. Et la santé mentale, c'est très difficile de décloisonner la santé mentale au travail, de la question de la santé mentale au sens large, y compris dans la sphère personnelle. Vous dire aussi que dans la notion de qualité de vie au travail, c'est porter attention à l'autre. On est vraiment dans une étape où on peut apporter attention à l'autre par rapport à la mise en œuvre de cette PSC. Évoquer avec vous aussi que sur des questions d'attractivité, il y a un enjeu qui est majeur. Hein, c'est à un moment, quand vous regardez bien un peu les attentes au niveau de la jeunesse pour recruter dans un contexte qui est dynamique, c'est justement c'est tout ce qui est prestations sociales, c'est le télétravail, c'est la qualité de vie au travail. Je vais vous dire aussi que pour vous donner un exemple, c'est que là, on vous parle je vous parle de santé au travail, mais les questions de santé publique qui sont difficiles à décloisonner et on peut être tout touché par ça. Si je vous donne le point de vue du risque des accidents de la route, c'est 3 500 morts par an. Les accidents domestiques, c'est 16 000 morts par an. Voilà. Je vous laisse deviner de quoi on parle le plus.
Donc l'idée, c'est pas de poser un cadre, si vous voulez, incitatif du côté des agents, mais c'est vraiment de repositionner les choses dans de la logique de qualité de vie au travail. La logique de qualité de vie au travail, c'est quoi? C'est à la fois les conditions de travail, c'est à la fois les capacités de développement et de performance des individus et des organisations, et que cette capacité-là, ben, on la construit au travail, mais on la construit aussi ailleurs. Et malheureusement, le pôle gérant le volet santé, le volet instance médicale, on a des situations qui sont parfois assez problématiques et qui, entre parenthèses, sont un vrai souci pour les agents, mais sont aussi un vrai souci du côté des employeurs dans la gestion. Et ce qui m'amène à vous dire qu'il y a une réflexion à l'heure actuelle pour qu'un assistant social vienne rejoindre l'équipe pour avancer aussi ces questions-là. Voilà. Compléter les dispositifs qui existent actuellement. Je profite de ça pour faire un point quand même complémentaire sur l'importance. Enfin, moi, je suis très attaché à la question de la prévoyance pour les agents parce que, par expérience, on se retrouve parfois avec des agents qui n'ont pas de prévoyance, qui sont à demi-salaire, qui se retrouvent dans des situations sociales et financières extrêmement difficiles. On n'a pas toujours les moyens, les collectivités n'ont pas toujours les moyens de leur aide par le biais de secours, parce que dans certaines collectivités, il existe les secours du maire, etc., etc. Ce n'est pas toujours possible. Et ils sont renvoyés vers les assistants sociaux qu'on dit de secteur, qui sont départementaux. Ils n'ont pas non plus toujours les moyens de mobiliser financièrement tous les acteurs pour leur venir en aide. Donc, il y a aussi un vrai enjeu pour que les agents soient couverts en cas de risque. Voilà, c'est à la fois un enjeu personnel, social, sociétal et de fonctionnement de collectivité. Et ce qu'on ne permet pas à un moment donné, ça se retrouve ailleurs par des aides sociales qui ne sont pas toujours possibles. Donc, il faut être conscient que tout ceci s'inscrit dans un cadre qui n'est pas seulement celui de la stricte prévoyance et de la stricte participation que donne l'employeur. C'est beaucoup plus large que ça. Voilà, excusez-moi, c'est cette minute que je voulais faire parce que je pense que pour avoir vécu dans d'autres vies professionnelles avant, je sais pertinemment les enjeux qu'il peut y avoir derrière ça. Excusez-moi, monsieur. Non, mais en fait, ça me permet de faire une transition vers la définition de la santé au travail qui est aussi, du coup, c'est tout fait. C'est un bien-être psychique, psychologique, physique et social. Et la notion sociale, on ne peut pas la déconnecter. La notion psychologique, on ne peut pas la déconnecter autour de ça. Donc moi, je vais vous dire franchement, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse le service, c'est qu'on avance sur ces questions-là. Qu'on avance avec le centre de gestion, que les choses qui soient proposées, collectivités, aussi sans poser un cadre incitatif, ne soient pas forcément à hauteur de 7 € par mois pour la question de la prévoyance. Voilà. Mais juste, après, je pense qu'il y en a plein autour de la visioconférence qui connaissent les agents contractuels de droit public, voilà, incapacité temporaire de travail, agent affilié à l'IRCANTEC, maladie ordinaire, sous condition, 4 mois du coup d'ancienneté à 2 ans. On a 1 mois plein traitement, 1 mois demi-traitement, puis après la CPM prend la suite. Ancienneté de 2 ans et 3 mois, ben évidemment, plus on va monter en ancienneté, plus on va générer de droits. 2 mois, 2 mois plein traitement, puis 2 mois de demi-traitement, puis la CPM. L'ancienneté de plus de 3 ans, on se retrouve sur 3 mois et 3 mois, puis la CPM et la grave maladie, où là, on va se retrouver, pareil, hein, sur des conditions d'ancienneté de plus de 2 ans, de plus de 3 ans, avec 1 an en plein traitement et 2 ans en demi-traitement. Et une question sur le chat qui demande, pouvez-vous m'expliquer la différence entre les 2 périodes avec une ancienneté de plus de 3 ans? Il y en a un, c'est pour la maladie ordinaire et l'autre pour la grave maladie. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, les CLM, CLD n'existent pas dans cette catégorie-là. Ce qui est posé, c'est la notion de congé de grave maladie. Voilà. Alors, j'ai une question aussi. Est-ce que les élus auront le même type de réunion pour leur expliquer les enjeux de la PSC, s'il vous plaît?
En fait, cette matinale était ouverte également aux élus. Après, comme je le rappelle, comme elle est disponible en replay, vous aurez tout le loisir de leur proposer aussi. N'hésitez pas effectivement à Oui. proposer à vos élus respectifs qu'ils soient effectivement sensibilisés sur ce sujet, mais bon, après on reste ouvert, peut-être par le biais de l'AMF ou des choses comme ça, par le biais de cette institution à proposer des choses. Peut-être qu'il y aura peut-être des moyens de communication aussi par le biais de l'AMF vis-à-vis des élus. Oui. Malvina, je crois qu'on a sauté de diapo. Oui, c'était juste pour donner des exemples. Ah. Il faut l'avis du conseil. Alors, je réponds. Je ne vois pas la. Alors, l'employeur devra-t-il participer pour les agents de droit privé? Oui, je vous confirme, puisque c'est c'est notamment le cas, par exemple, pour les apprentis. Merci, il faut l'avis du comité médical pour statuer sur le type d'arrêt. Merci, mais il faut l'avis du comité médical pour statuer sur le type d'arrêt. Je ne comprends pas trop la question. Deux RD. Ça, c'était une. Ils se répondent peut-être entre eux, je sais. Non, je ne sais pas. C'est pour statuer sur le type d'arrêt. Bah. Ah, c'est parce qu'il y a une histoire entre la maladie ordinaire et grave maladie, j'imagine. C'était ça, c'est la personne qui pose la question. C'est peut-être ça, c'est que le congé grave maladie, contrairement aux maladies ordinaires, est octroyé sur avis du conseil médical, effectivement. Ça fait une différence entre les deux. Mais c'est surtout que tous les agents qui ont le droit à la maladie ordinaire ne vont pas forcément avoir le droit au congé grave maladie. Même s'ils ont tous 3 ans d'ancienneté. Il y a aussi des conditions liées à la nature de l'affection. Oui. Voilà. Alors, concernant les montants minimums de garantie, aujourd'hui, nous avons des agents qui ont des contrats labellisés avec des garanties de maintien de salaire inférieures à 90% du traitement brut. Cela signifie que ces contrats ne seront plus labellisés au 1er janvier 2025. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Madame Tellier, qui va répondre là-dessus. À mon sens, c'est une obligation sur les conventions de participation. Alors, c'est une obligation. Oui, c'est ça, c'est effectivement les employeurs qui doivent proposer avec des minimums de garantie. Hein, mais a priori, pour suivre le texte, les contrats de labellisation vont suivre également les minima. Tout n'est pas encore fixé, mais à mon sens, logiquement, les contrats de labellisation devront suivre ces minima aussi. C'est la CPR qui réglera de toute façon les questionnements. Du coup, pour votre cas, si vous conservez la labellisation à compter du 1er janvier donc 2025, les contrats de vos agents vont forcément évoluer et leur montant aussi. On va reprendre là. Nous étions donc à la capacité temporaire de travail. Donc, on va passer aussi sur l'autre garantie minimale prévue par le décret. La garantie invalidité, donc il y a obligé pour servir une rente ou un capital donc à l'assuré pour donc l'agent qui se trouve en situation d'invalidité permanente avant l'âge légal de la retraite. Alors, il s'agit pour l'organisme de verser une rente qui garantit une rémunération équivalente là aussi à 90% de leur traitement net de référence. Alors, il y a quand même des conditions. Pour les fonctionnaires sous le régime CNRACL, cela implique d'avoir été mis à la retraite pour invalidité et de ne pas avoir atteint l'âge qui est mentionné dans le Code de la sécurité sociale. Et pour les fonctionnaires affiliés au régime général, de justifier d'une invalidité, alors c'est un truc un petit peu plus exotique, justifier d'une invalidité réduisant d'au moins 2/3 leur capacité de travail ou de gain avec un classement en 2e ou 3e catégorie. Voilà. Je vois que M. Joubert a un pièce. Non, ça correspond aux conditions des pensions d'invalidité du régime général. Bon. Soit de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail. Question. Ah, il y a une autre question. L'employeur devra-t-il participer pour les agents de droit? Oui, j'ai bien répondu. Concernant les... Oui, ça c'était bon. C'est tout bon. D'accord. Ok, très bien.
Merci. Alors, au niveau des garanties optionnelles, donc, il y aura la garantie minoration de retraite qui permet à l'assuré de compenser la perte de retraite due à la cessation anticipée d'activité, alors consécutive à une invalidité permanente. Et la garantie décès ou perte totale et irréversible d'autonomie. Là aussi, ça correspond au versement d'un capital. Je pense qu'actuellement, dans les pourcentages qui ont été évoqués plus haut dans le diaporama, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de contrats prévoyance qui prennent en charge ce type de garantie. Ce sont souvent les plus onéreuses. Alors, pour les employeurs territoriaux, il va falloir choisir entre labellisation et convention de participation. Donc, la labellisation, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des organismes indépendants sollicitent donc, ce qu'on appelle l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel. C'est une autorité publique en matière d'assurance qui est habilitée à vérifier des garanties minimales de solidarité des contrats et règlements. C'est pour ça que je rebondis sur la question de tout à l'heure. Les seuils de 90% vont être relevés. Donc, cette habilitation, elle est délivrée bien par l'ACP aux organismes pour une durée de 3 ans, sous forme de label. La liste des organismes labellisés, donc, elle est mise régulièrement à jour, justement de l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel. Donc, dans ce cas de la labellisation, donc, l'employeur public donc, accorde une participation financière à ses agents qui ont souscrit un contrat ou adhéré à une institution de prévoyance qui aura validé cette procédure. L'avantage de cette approche, c'est que l'employeur participe à tous les contrats et qu'il y a un libre choix de la part des agents. Ensuite, ce que vous pouvez donc prendre comme mécanisme, et c'est celui qu'on vous propose, c'est la convention de participation. Alors, là, c'est une convention qui se fait à l'issue d'une mise en concurrence qui est transparente et non discriminatoire. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle n'est pas soumise au Code de la commande publique, mais à un décret de 2011. Donc, les avantages de cette approche, c'est qu'on a des dispositions qui sont contractuelles, qui sont communes à l'ensemble des agents, avec les mêmes protections, à eux de prendre ou pas certaines options. Il y a plutôt une collaboration assez renforcée avec l'organisme complémentaire et l'employeur. Donc, ça permet aussi d'assurer, de limiter en fait les problématiques de remboursement, au moins de les atténuer. Un meilleur suivi de contrat. Et vous pouvez accompagner les agents dans la souscription pour limiter leur précarité en cas d'utilisation des garanties. Arthur, il y a donc 2 questions. Alors, pour le versement de la rente garantie invalidité, ne rentre pas en compte le taux d'invalidité. On va revenir. Je vais laisser Madame Tellier répondre à cette question. Oui. Alors ça va se régler effectivement dans le cahier des charges pour lesquels on n'a pas encore fini d'échanger. Et effectivement, ce qu'on peut prévoir, mais ce qui peut évoluer aussi dans le rédactionnel, c'est bien souvent, on propose un palier à 50%. Donc au-dessus de 50% de la validité, il y a une prise en charge totale, qui correspond à la totalité. Et en dessous de 50%, c'est un prorata, effectivement, par rapport à l'invalidité. Donc, de manière générale, dans les contrats labellisés, c'est proposé également de cette manière. Alors, merci Madame Tellier, des précisions. Alors ensuite, nous avons des agents qui ont souscrit un contrat prévoyance avec la MNT depuis plusieurs années. Les élus ont délibéré pour que la commune participe à hauteur de 50% du montant de la cotisation des agents. Est-ce que cela fera doublon avec la PSC? Alors, on ne sait pas là, du coup, dans la question, si c'est une labellisation ou une convention de participation. Donc, dans les 2 cas, non, ça correspond à de la PSC. Après, il faut que les 50% du montant de la cotisation dont vous parlez correspondent bien au minimum. 7 €. J'imagine que oui.
Non, ça ne fera pas doublon en fait. Si vous restez sur ce qui est déjà fait, donc à savoir soit la labellisation, soit la convention de participation, parce qu'on n'a pas tous les éléments, sinon ça fait un doublon, vous êtes déjà dans la protection sociale complémentaire. J'espère que j'aurai répondu à votre question. Bonjour, dans la convention de participation, le délai de carence d'1 an est-il suspendu? Ma question. C'était quoi? Alors ça, je vais laisser quand même Madame Tellier répondre, mais a priori, nous, on va, dans le contrat groupe prévoyance au décembre de gestion, va demander qu'il n'y ait pas de délai de carence. Effectivement, on ne prévoit pas de délai de carence. Il y a des éléments qui sont de toute façon prévus dans le décret qui prévoit qu'on ne prend pas en compte le poste, l'âge, l'état de santé, etc. Donc, il n'y a pas de carence de prévu dans les cahiers des charges. Je n'avais pas allumé mon micro. C'était bon? C'est bon. Non, c'est très bien. Votre micro est allumé, Madame Tellier, merci. Alors. La labellisation n'existe que pour les collectivités territoriales. Oui, c'est ce que j'avais expliqué, oui, que pour l'État, nous, on n'a plus le choix. Voilà. Excusez-moi. Hop. Alors, le centre de gestion vous propose donc la mise en œuvre d'une convention de participation pour les collectivités et établissements publics du territoire à compter du 1er juillet 2024. Donc, la convention sera d'une durée de 6 ans. Résiliation annuelle possible avec le délai de préavis de 6 mois pour les agents et agentes. L'intérêt des conventions, c'est qu'on a quand même une approche raisonnée pour obtenir des prêts attractifs. Et chaque agent et agente pourront donc choisir les formules de garantie. Donc, on aura les garanties minimales plus les optionnelles. On pense notamment peut-être à moduler aussi, puisque c'est 40% de la prise en compte du régime indemnitaire. Donc, on pense aussi à moduler ce régime indemnitaire. On le met aussi dans les demandes dans le cadre de la consultation. Il est juste à noter que seul le centre de gestion peut être en charge d'un groupement de commandes sur ces questions-là, même si vous pouvez faire vous seul une convention de participation de votre côté. Donc, une intercommunalité ne peut pas lancer une consultation, donc on fait une convention de participation. D'autres questions? Ah, il y a d'autres questions. Alors, c'est une question très précise, ça. Alors, quelque chose sera prévu pour les agents en situation de handicap dans la convention de participation, une réserve au niveau des conditions de remboursement. Est-ce que la convention prévoit un questionnaire sur l'état de santé des agents? J'ai un début de réponse, mais je vais laisser Madame Tellier répondre. Ok, donc on est toujours sur les dispositifs de solidarité ici du décret de 2011. Donc pas d'inquiétude, il n'y a pas d'âge maximal sur l'adhésion, il n'y a pas de questionnaire médical. Par contre, il faut adhérer dans les 6 mois. Si l'adhésion se fait plus de 6 mois après le début de la mise en place de la convention, là, il y a un risque que l'adhésion vienne parce qu'il y a des soucis de santé justement. Et donc là, cette fois-ci, il y a un questionnaire qui pourrait être proposé par les candidats. Ça, c'est valable que pour la convention de participation. Oui, mais bien sûr. Parce que dans le cas de la labellisation, on est en individuel. C'est en individuel, donc il peut y avoir un questionnaire médical. D'où l'avantage, parfois, quand on a des agents qui ont des pathologies qui ne sont pas forcément des pathologies handicapantes, mais qui peuvent être des pathologies de longue durée déterminées par la Sécu, si l'avantage de la convention de participation permet à ces agents d'entrer dans ce dispositif sans avoir le questionnaire médical, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cas de la convention, dans le cas de la labellisation. Voilà, donc c'est un des avantages de la convention de participation. Complètement. Merci. Dans la mesure où il doit y avoir une égalité de traitement entre les agents de l'État et les 2 autres fonctions publiques, une collectivité peut-elle s'affranchir de la labellisation? Alors, c'est-à-dire, c'est que vous pensez à faire une participation financière, y compris pour les contrats qui ne sont pas labellisés.
C'est une excellente question, mais il me semble qu'il faut qu'il y ait une labellisation ou une convention de participation. On ne peut pas, aujourd'hui, en état de la législation, ne peuvent faire l'objet d'une participation financière, et ça vaut également pour les contrats santé, que si il y a effectivement une labellisation officielle estampillée par l'organisme en question, sinon il ne peut pas y avoir de participation de l'employeur. C'est très clair. Hein. Voilà, la raison pour laquelle il y a ces éléments-là, c'est parce que ça garantit des minimums de solidarité, en fait. Sinon, on aurait des contrats qui sont très déséquilibrés pour l'agent. Voilà. Donc, pas de participation sans labellisation ou convention de participation. Alors, donc une autre question, les agents qui ne voudront pas souscrire mais continuent avec leur mutuelle, donc là vous êtes sur la santé, la collectivité ne participera pas. Alors, c'est si vous avez une convention de participation et les agents souhaitent rester avec leur propre contrat individuel, effectivement, la collectivité ne participera pas. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Non, Ah, bah, sur la prévoyance, c'est la même chose. La garantie maintien de salaire, oui, c'est la même chose. Je pense que j'ai répondu sur c'est tout. Alors, hop. Tac. Alors, éléments structurants d'un contrat groupe prévoyance. Avant de commencer sur le tableau, donc je réponds à une dernière du chat. Où peut-on trouver la liste des organismes labellisés? Bah, tout simplement sur Internet, auprès donc de l'ACP. Vous le trouvez assez facilement sur le site du ministère, mais ce que je pourrais peut-être faire, c'est voir peut-être après avec la communication, mais peut-être mettre le lien sur le site Internet. Je ne veux pas vous mettre la liste entière, parce que comme elle est régulièrement mise à jour, ce serait daté assez rapidement. Ce que je ferai, je vous mettrai le lien. Alors, l'élément structurant, je reviens donc sur les éléments structurants d'un contrat groupe prévoyance. Alors déjà, il faut se poser la première question, s'il y a adhésion facultative ou obligatoire à la convention de participation. Alors, l'adhésion obligatoire, l'aspect positif, c'est que forcément, les cotisations sont moins onéreuses, alors environ 10% pour les agents. Par contre, forcément, ils n'auront pas le choix. Ils devront obligatoirement souscrire. Donc, ce sera peut-être pour ceux qui font le choix de ne pas avoir de prévoyance aujourd'hui, ça va être une dépense supplémentaire qui ne va pas forcément être compensée complètement par la participation de l'employeur. Donc, à vous de voir votre niveau de participation. Je vais peut-être laisser Madame Tellier peut-être intervenir sur le facultatif avec possibilité obligatoire dans le cadre de la consultation. Oui, effectivement, dans le cadre de la consultation, on prévoit une demande de tarification avec la précision de la part des candidats la réduction entre guillemets qu'on obtiendrait en rendant le contrat obligatoire pour certaines collectivités. Donc ça permettra vraiment de voir l'impact que ça peut avoir pour chacune des collectivités. Effectivement, on a du coup la présentation en fait, des conditions techniques et financières qui sont proposées. Merci. Alors, après, donc, je vous rappelle donc, les formules de garantie avec les préconisations. On va rajouter dans le cahier des charges donc, la majoration du régime indemnitaire, puisque c'est de 40% en garantie minimale, les garanties complémentaires, minoration de retraite et capital décès. Et enfin, je voulais vous préciser quelques petites choses au niveau de la participation employeur, puisque j'ai vu donc dans le chat tout à l'heure sur une délibération d'une collectivité sur une participation employeur avec un pourcentage. À compter du 1er janvier 2025, il faudra mettre un montant unitaire, pas de pourcentage. Donc, le plancher sera de 7 €, sauf s'il change dans l'automne suite aux prises de revoyure.
Et le plafond, parce qu'il y en a un, c'est celui du montant de la cotisation mensuelle de l'agent. Vous ne pouvez pas évidemment lui donner plus que ce qu'il cotise. Ça paraît évident, mais c'est important de le dire. Alors la mention du montant unitaire, elle a 2 avantages. Ça gros avantage pour les services finances des collectivités, c'est de maîtriser le coût budgétaire de la participation et de pouvoir le prévoir. Et ensuite, ça permet aussi de mettre en œuvre une certaine équité sociale, car forcément, les agents à faible revenu auront mécaniquement une part plus importante de leur cotisation prise en charge, comparativement à celle des agents avec des revenus plus élevés. Alors, le décret ne prévoit pas non plus, pour le moment, de modulation sur le temps de l'agent, c'est-à-dire qu'il soit temps complet ou non complet ou temps partiel, il percevra la même participation. Alors, le calendrier, donc voici les temps forts qui vont rythmer donc la procédure de mise en concurrence pour le contrat groupe prévoyance proposé par le centre de gestion. Donc, sous réserve donc, de l'approbation du conseil d'administration du 26 septembre, qui va autoriser le lancement de la procédure. Donc, déjà, il y a eu un avis consultatif du comité social territorial qui est passé donc, le 23 mai dernier. Alors, en tant que collectivité, il va quand même vous appartenir de choisir les risques et les procédures de sélection, donc soit la labellisation, soit la convention de participation. Si vous prenez la convention de participation que vous propose donc le centre de gestion, donc on aura donc certains éléments avec ce calendrier. Il faudra bien faire attention à certains délais pour nous renvoyer vos éléments, parce qu'on aura besoin de quelques éléments pour structurer le cahier des charges quand même. Si vous êtes une collectivité employant de plus de 50 agents, il faudra recueillir l'avis de votre propre CST, que ce soit pour la labellisation ou n'importe quelle convention de participation. Alors, en cas de choix vers la labellisation, vous devrez déterminer pour chaque risque, que ce soit la prévoyance ou la santé, le montant unitaire de la participation attribuée et les critères de modulation. Vous pouvez prévoir des critères de modulation. Vous êtes libre là-dessus. Donc, critères de modulation, j'entends critères sociaux, donc selon les revenus. Par contre, les critères selon les catégories hiérarchiques, ce n'est pas possible. Ou la situation familiale également. C'est possible pour la situation humaine? Oui. 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 Mais pas pour les cas hiérarchiquement. Hiérarchiquement, non. Vous ne pouvez pas prévoir un montant unitaire pour les catégories A, les catégories B, les catégories C. Selon les revenus, avec des fourchettes. D'accord. Voilà. Alors, donc en cas de choix vers la convention de participation proposée par le centre de gestion, donc il faudra rendre son intérêt à participer à la démarche, puis conclure un accord avec le centre de gestion pour adhérer à la convention ensuite, une fois que le prestataire sera retenu. Et recueillir l'avis du CST si vous avez votre propre CST. Et bien évidemment, délibérer sur le montant de la participation et choisir si c'est facultatif ou obligatoire. Alors, la date de démarrage de la convention de participation intervient en amont de la date de l'obligation. Donc, ce que nous vous conseillons, c'est quand même de nous donner votre intérêt à participer à la démarche, même si ce sera en décalé. Si vous souhaitez que ce soit que le 1er janvier 2025. Une fois que vous serez dedans, parce qu'après, ce sera très compliqué en fait de rentrer dans le dispositif. Voilà, donc je vais répondre aux questions. D'ailleurs. Alors, si la cotisation annuelle augmente, le montant doit-il être revu chaque année ou pas?
Alors, de toute façon, la cotisation annuelle, je pense que, il y aura certainement une clause, de réindexation de toute façon. Est-ce que vous pouvez réviser votre montant? Oui, bien sûr, vous pourrez réviser chaque année votre montant. Madame Tellier, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le cahier des charges comment on pourra, limiter peut-être les augmentations Alors des cotisations? bon, déjà, il ne faudra pas trop, porter d'espoir quand même sur la limitation des éventuelles augmentations, hein. Sur la prévoyance, je préfère vous avertir, c'est comme pour le risque statutaire, l'absentéisme étant, en augmentation constante, c'est compliqué de stopper, enfin de demander des taux, de cotisation qui soient, limités dans le temps. Mais on demande quand même, s'il y a une période de maintien de taux qui est proposée, en absence, enfin, liée à une absence de résiliation et en cas d'aggravation de la sinistralité, on demande également un plafonnement de l'augmentation. On laisse la main, en fait, aux différents candidats et ça permet également de pouvoir les comparer entre eux. Hein, donc là, c'est vraiment, chaque candidat qui va proposer, la manière dont il va plafonner son augmentation, s'il peut la plafonner. Oui, dans le même mécanisme que les clauses de pérennité C'est financière qui sont, exactement ça. proposées dans le cadre des contrats d'assurance statutaire pour les grosses Ouais, collectivités. c'est tout à fait ça. De toute façon, faut être très réaliste sur ce sujet-là, hein. J'allais le dire. Il n'y a pas énormément d'acteurs sur le marché. Ils sont un certain nombre. Il y en a qui sont en train de se regrouper, qui ont passé des regroupements pour essayer d'être plus compétitifs sur le marché. Cela étant, ils ne sont pas non plus pléthores. Donc, ils vont être également vigilants sur les risques qu'ils vont devoir effectivement courir. Et n'oublions jamais que ce sont quand même des assureurs et que, à ce titre-là, leur objectif, c'est quand même pas de perdre de l'argent. Donc, forcément, si à un moment donné, il y a de l'absentéisme qui augmente, ils le répercuteront en termes d'augmentation du tarif en cours de contrat. Ça, c'est une évidence. Mais bon, après, faut pas non plus, ce ne sont pas des philanthropes, mais bon, ils sont aussi en concurrence entre eux. Donc, il y aura des équilibres qui se traiteront. Après, l'absentéisme dans le Puy-de-Dôme n'est pas non plus, comment dirais-je, catastrophique. Il tend même à s'améliorer, le taux d'absentéisme. Donc, il faut continuer sur cette voie. Alors, oui, mais on a quand même l'augmentation, de l'âge pour le départ à la retraite oui, qui va mécaniquement, forcément augmenter, les sollicitations de ce type de garantie. Donc, voilà, les organismes, alors c'est souvent des duos, assureurs, mutuelles, vont vouloir, se provisionner un petit peu, et limiter leurs risques, dessus. Donc il va falloir à nous de contenir tout ça et d'avoir quelque chose de cohérent. C'est pour cette raison que nous avons pris l'assistance de risque partenaire. Alors je vais répondre sur d'autres éléments. Alors on revient sur le fait de délibérer sur un montant au lieu d'un pourcentage, en sachant que les agents n'auront pas le même montant de cotisation, puisqu'ils ne choisiront pas forcément les mêmes garanties et qu'ils ne sont pas tous à temps complet, ce n'est plus équitable, à moins que le CM délibère chaque année, puisque la cotisation changera chaque année, et qu'il décide dans sa délibération que pour tel montant de cotisation, la commune participe à hauteur de tant d'euros. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, à vous aussi peut-être de vous emparer de critères de modulation si vous estimez que votre population d'agents est très disparate et donc du coup, ça va créer des inégalités. Peut-être que vous pouvez jouer sur ces critères-là. Non, après, je pense aussi qu'il faut regarder un petit peu les situations de chacun et Ouais. puis voir aussi le temps qu'on passe sur ces sujets-là, parce qu'après, monter des usines à gaz, après, on va discuter l'épaisseur du trait et vous allez voir que ça prend du temps, quoi.
Ça prend du temps pour un effet qui n'est pas toujours. C'est-à-dire que le temps dépensé rapporté à l'effet recherché n'est pas toujours forcément toujours pertinent. Hein. Donc voilà. Après, chaque collectivité est libre de faire aussi ce qu'elle veut. Ouais. Mais il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu sur comment est construit le contrat, puis il y a aussi, je le redis, l'enjeu sur comment vous y participez à la hauteur, par rapport, vous savez, à ces fameux 20% ou 50%, si 20% sur la prévoyance. Puisque 20%, c'est mini, mais vous pouvez faire plus. Quoi. Il y en a déjà qui font plus. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est très, là aussi, c'est très varié en fait. Et c'est pas en fonction d'une strate de collectivité. En plus, c'est vraiment N'oubliez pas, hein, chacun ses outils de pilotage. un point qui, outre l'aspect social, c'est que l'on oublie, c'est que nous sommes globalement, les collectivités territoriales, comme un certain nombre d'entreprises privées d'ailleurs, en situation de tension sur le marché de l'emploi, que nous avons du mal à recruter, et de plus en plus de mal à recruter, que les salaires des fonctionnaires ne font pas forcément rêver les jeunes, comme on dit, même si l'intérêt du travail peut se présenter aujourd'hui, ça ne se suffit plus, et que l'aspect, je dirais, à côté de la simple rémunération, qui sont les aspects sociaux, participe aussi de l'attractivité, notre capacité aussi à recruter. Aujourd'hui, on est entré dans une phase où les demandeurs, les rechercheurs d'emploi, pour être plus clair, ne négocient plus seulement que leur salaire, ils négocient aussi les à côté du salaire. Et ça participe aussi de leur intérêt pour aller dans une collectivité ou dans une autre. Même si ça peut sembler marginal, on est rentré dans une phase aujourd'hui où on n'est plus du tout dans l'approche des fonctionnaires d'il y a 10 ou 20 ans. Hein, c'est très très clair. On le voit dans les recrutements que nous avons en cours et dans les difficultés que nous avons à recruter. Donc, j'attire votre attention effectivement là-dessus. C'est un paramètre que nous oublions de temps en temps et légitimement pour des raisons financières, puisque d'aucuns vont dire, et ça s'entend, il y a des augmentations de points, il y a des augmentations d'assurance statutaire, il va encore y avoir une augmentation de points, il va y avoir la participation, et budgétairement, ça a un coût. Oui, c'est vrai. Et ça, on ne peut pas le nier, ça a un coût. En même temps, on a aussi le coût, je dirais, résiduel de ne pas pourvoir un certain nombre d'emplois, faute de candidats ou d'attractivité. Donc tout ça, c'est un dosage savant qu'il faut avoir en tête. Et en complément, c'est vrai que le statut, le côté protecteur du statut, c'est pas non plus un argument de qualité pour la jeune génération. Non, non. Aujourd'hui, effectivement, comme le disait Madame Anoto, je suis désolé de le dire puisque nous sommes des défenseurs du statut, mais le statut ne fait plus rêver. Voilà, aujourd'hui, on vient dans la fonction publique pour un emploi. Si ça ne convient pas, eh bien, on s'en va ailleurs et on n'hésite plus. Donc, voilà, on n'est plus dans la même approche qu'il y a quelques années, hein, très clair. Peut-être que ça reviendra, mais dans l'immédiat, ce n'est pas le cas. Je vais répondre parce que j'ai plusieurs questions concernant le calendrier. Alors, en fait, là, c'est le calendrier de la procédure pour le contrat groupe prévoyance. Vous, si vous souhaitez y adhérer, et pour les collectivités qui ont leur CST propre, ce sera après le choix du titulaire qui sera entériné par le conseil d'administration du centre de gestion. Vous devrez recueillir l'avis de votre CST sur labellisation convention de participation. Donc, si c'est la nôtre, forcément, et c'est à partir d'avril 2024. C'est vrai que ça peut être créé un peu le trouble, le fait que j'ai marqué, voilà, il y a les saisines des CST propres pour dire que voilà, on va lancer ça en octobre, pour dire bah, vous devez les saisir en amont et après en aval de la procédure pour garantir le fait que tout le monde soit d'accord entre la labellisation et la convention de participation. Prévoyez bien en amont si jamais vous vous orientez sur une adhésion obligatoire.
parce que les choses seront peut-être pas aussi souples. Puisque l'adhésion, le choix de l'adhésion obligatoire sera forcément assorti d'un choix sur une participation forte. J'espère que j'ai répondu aux questions. Alors, j'en ai une autre là. Concernant la prise en charge du complément versé aux agents placés en retraite pour invalidité avant l'âge, est-ce que ces mesures s'appliquent à ceux qui y sont déjà depuis plusieurs années? Donc, avant la mise en place du contrat. Je vais laisser Madame Tellier répondre. À mon humble avis, non. Du coup, la question, si je comprends bien, c'est l'agent qui est déjà actuellement en invalidité, est-ce qu'il peut souscrire pour avoir un complément pour son invalidité? Je pense que non, il n'y a pas de reprise du passif. Oui, c'est ça. Au niveau Enfin, de la- voilà, la question, c'était bien ça, hein. Donc, le risque est déjà réalisé. Je confirme, Madame Anoto, il n'y a pas de prise en charge sur un sinistre qui est déjà en place, hein. Oui. Alors, merci. Alors, saisine. Donc oui, je termine avec le calendrier. C'est saisine des CST propres, donc aux alentours d'octobre, pour parler, en fait, présenter labellisation aux conventions de participation et de votre intérêt, adhésion facultative obligatoire. Et après, en avril, une fois que c'est terminé, si vous partez avec la convention du centre de gestion. Je voudrais juste revenir sur concernant la prise en charge. Non, ça c'est C'est bon. bon, là. Voilà. Tout à fait d'accord, Monsieur Serre, mais le télétravail pour l'instant prime dans les recrutements par rapport à la partie de la PSC. Mais vous avez raison. Vous avez raison sur le fond, et c'est un tout. C'est un tout. J'entends bien que le télétravail est aussi un élément d'attractivité, je suis bien d'accord. Mais la PSC, ça s'ajoute aussi. Tout est un tout est dans tout aujourd'hui. Alors, cela signifie que les CST doivent choisir entre convention et labellisation avant d'avoir les éléments de la consultation et comparer les cotisations, par exemple. Alors, peut-être que vous pouvez. Alors, Madame Tellier m'arrêtera pour voir si juridiquement je ne raconte pas une énormité, mais vous pouvez peut-être vous laisser le choix de dire que si la convention convient, on a l'intérêt à participer, mais vous n'êtes jamais obligé tant que vous n'avez pas signé l'adhésion. Donc, pour moi, vous pouvez vous laisser le choix de recourir à la labellisation si jamais les cotisations, enfin, le résultat en tout cas de la mise en concurrence ne vous convient pas. C'est ce qui arrive généralement. On peut faire un parallèle avec l'assurance statutaire, c'est ce qui arrive généralement. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est faire une convention de participation propre parce qu'il sera beaucoup trop tard. Tout à fait, C'est c'est le le principe principe de la du mise en libre concurrence. arbitre. Alors, ensuite, si la collectivité dispose déjà d'une délibération labellisée, devra-t-elle redélibérer avant le 1er janvier 2025? Si la délibération, si vous avez toujours le même choix avec la labellisation et si votre montant de participation est supérieur au montant minimum, pour moi, vous n'avez pas lieu de redélibérer. Est-ce que c'est tout pour vos questions? Bon, je Il y en a crois. une autre. Ah, il y a une dernière question. Alors, le CST d'octobre 2023 doit juste donner son avis sur le choix entre la convention ou la labellisation. Alors, comment peut-on présenter la convention de participation alors que nous n'aurons à ce jour aucun élément la concernant? Alors, donc, vous me demandez peut-être d'avoir des éléments de cahier des charges pour leur présenter, peut-être. Si c'est en octobre, ce sera tout à fait possible. Madame Tellier pourra me confirmer. On peut vous faire des éléments de présentation de ce qu'il y aura dans le cahier des charges.
Oui, puis vous pouvez reprendre aussi les éléments structurants qui étaient présentés dans le PowerPoint. Ça reprend déjà les points principaux qui seront Avec les éléments, sur le les adhésions facultatives ou obligatoires, les formules de garantie minimale, et puis le fait qu'il y ait un suivi plus précis de l'évolution du contrat par rapport au contrat labellisé, où là, on est sur une mutualisation ou non d'ailleurs au niveau national, hein. Alors, je vous prends un peu au débeauté, monsieur Serre, mais peut-être ce serait intéressant de réorganiser courant septembre une petite présentation d'un point pour début septembre, peut-être pour que les gens aient le temps, en fait, que les collectivités qui ont leur CST propre aient le temps d'avoir les éléments de présentation pour leur donner. Oui. Et puis quelque chose d'assez rapide. Oui, on peut. Voilà. On peut. Voilà. Donc oui, on fera un autre petit rendez-vous début septembre, justement, pour vous présenter peut-être des éléments du cahier des charges pour que ça puisse alimenter les avis consultatifs des CST. Si ça convient à tout le monde, on fera comme ça. Voilà. Alors, j'ai une question. Si une collectivité adhère à la convention de participation du CDG, tous les agents devront-ils obligatoirement adhérer? Alors justement, non, c'est le principe de l'adhésion obligatoire ou facultative. Ça, elle vous appartient. Donc, vous allez proposer une convention de participation. L'agent, il peut ou pas y adhérer. S'il n'adhère pas, par contre, il n'a pas de participation. Alors que l'adhésion obligatoire, il n'a pas le choix. Il doit obligatoirement adhérer. Mais la convention de participation ne le prévoira pas, en fait. Elle va prévoir les montants de cotisation en fonction de si vous vous orientez sur l'obligatoire ou le facultatif. J'ai bien résumé, Madame Tellier? Oui, oui, parfait. L'adhésion obligatoire doit-elle passer en CST? Elle doit faire même l'objet d'accords collectifs, donc de négociations avec les organisations syndicales. Comme je vous expliquais auparavant, ça sera certainement l'objet d'une discussion autour du montant de la participation. Accord collectif majoritaire. Voilà, Oui, accord au moins collectif. 50%. Voilà. Ce sont les dispositions, en fait, s'appliquent là les nouvelles dispositions sur les accords collectifs, hein. Dans la fonction publique, c'était quelque chose qui n'était pas usité jusqu'à présent. Et puis, il est prévu par je ne sais plus quand est-ce que ça a été prévu, ça faisait partie de la loi de 2019 à l'origine, mais après, ça a été confirmé sur la possibilité de conclure des accords collectifs majoritaires à l'intérieur des collectivités. Et donc, la prévoyance et puis d'autres sujets en font partie. Donc, la prévoyance est un des sujets qui ressortit des accords collectifs majoritaires possibles. Oui. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions pour le moment, je pense que on peut dire que nous avons terminé. Toutefois, si vous en avez d'autres qui vous viennent juste après. Il y a une. Que préconise le CST du CDG pour les collectivités de moins de 50 agents? Le CST, le 23 mai, s'est prononcé juste pour l'accord pour la mise en concurrence. Voilà. Pour l'instant, ils n'ont rien dit de. Voilà, ils n'ont pas forcément proposé de choses. En tout cas, si les collectivités de moins de 50 agents souhaitent certaines avoir une adhésion obligatoire, cela devrait être présenté et faire l'objet d'accords collectifs avec le CST du centre de gestion. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, donc, nous sommes à votre disposition. Nous tâcherons de mettre dès la semaine prochaine donc, le replay de cette présentation. Et je vous mettrai également le lien sur les organismes labellisés.
Et en septembre, on pourra offrir une Nouvelle session. une nouvelle session si besoin. Je rappelle par ailleurs que durant l'automne, même si ça sera peut-être un peu avancé dans le temps, il y aura des réunions décentralisées sur le territoire. Donc, ça pourra aussi faire l'objet de quelques questionnements dans le cadre de ces réunions décentralisées sur le territoire, dont le mail est déjà parti normalement, l'invitation avec les dates. Donc, il y aura un certain nombre de sujets, dont celui-ci qui pourrait être abordé. Alors, effectivement, avec plus ou moins d'avancement dans le temps, puisque on sera déjà avancé un peu dans le processus, mais ça en fera partie. Juste un dernier point. Quelqu'un souhaite vous poser une question, Monsieur Serre, qui est hors sujet, mais qui peut être utile à tout. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous répondre parce que je ne sais pas tout. Alors, elle va vous la poser. Alors, même si elle est hors sujet, ben allez-y. C'est Marie-Jo Bardet, tiens, qui pose la question. C'est ça. Je vois que ça s'entoure de jaune, donc je vois que c'est vous. Oui, vous pouvez. Je crois que vous pouvez désactiver votre micro. Je vais voir si je peux le faire, moi. Non, c'est bon, c'est bon. Bonjour. Oui, Monsieur Serre, je voulais juste savoir si vous pouviez nous répondre, parce que je pense que ça va intéresser bon nombre de mes collègues également, sur déontologue des élus. Si vous pouvez avancer sur la question, puisque c'est obligatoire pour les collectivités. Oui. Alors, je vais vous répondre pour vous dire deux choses. D'une part, une vision très générale, et ensuite je reviendrai sur le Puy-de-Dôme. Une vision très générale d'un département à l'autre et d'un centre de gestion à l'autre, il y a des positions très hétérogènes sur la région Aura. Certains ont décidé de ne pas s'en mêler, d'autres ont proposé de faire appel aux référents déontologues qui étaient ciblés sur les agents, d'autres ont préféré mettre en place un collège. Donc, sur l'ensemble du territoire qu'on va appeler Aura, les visions sont très, très hétérogènes. Maintenant, si je reviens à proprement parler sur le département du Puy-de-Dôme, nous avions fait la proposition initiale que le centre de gestion puisse être un point d'entrée au titre du référent déontologue, cette fois-ci élu, mais nous avons consulté l'AMF, et l'AMF local, dans son conseil d'administration, a choisi de ne pas faire appel au centre de gestion et a considéré que pour les élus, c'était une spécificité. Et ils en vont donc, normalement, l'AMF fait appel à un référent déontologue qui est, d'après ce que j'ai compris, l'ancien président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. Gazagne. Parfait. Ça fait 2 ans. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, Monsieur Serre. Merci. Je n'avais pas eu le temps de questionner le président à ce sujet-là. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Et on se tient toujours à votre disposition pour toute question. Merci à vous, bonne fin de journée, bon week-end puisqu'il approche et oui. Il reste une demi-journée avant de tomber en week-end. Donc, bon week-end à tous et à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce sujet très technique, à nous les poser ou à nous les envoyer. Voilà. Merci, bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.